Après les perquisitions en grande pompe et les tentatives de récupération politique, Jean-Luc Mélenchon a dû affronter une nouvelle étape judiciaire, s'expliquer devant la police. Toujours aucun accord en vue pour le Brexit, alors que les réunions s'enchaînent, les nombreux points de discorde demeurent et pour cause, les oppositions s'affrontent aussi bien au niveau européen qu'au sein même du gouvernement britannique. 15 jours après la disparition du journaliste Jamal Khashoggi, l'implication de l'Arabie Saoudite ne semble plus faire de doute. Alors que les États-Unis ménagent leur allié saoudien, les sanctions pourraient être prises au sein de la famille royale. Madame, Monsieur, bonsoir. Mélenchon face à la police. Après la séance spectacle des perquisitions, Jean-Luc Mélenchon enchaîne les coups durs. Entendu ce matin par la police de l'Office central de la lutte contre la corruption de Nanterre, le leader de la France insoumise accuse le coup face à une justice qu'il ne connaissait visiblement pas encore. Élise Blaise. Perquisition, audition, Mélenchon est pris dans le tourbillon. Après avoir voulu faire une démonstration d'insoumission lors des perquisitions de mardi, le patron trotskiste tombe des nues devant l'appareil de justice. Au-delà de la volonté de coup de force de la part du pouvoir politico-judiciaire, l'incapacité de gestion de crise de Jean-Luc Mélenchon est un coup dur pour son aura de tribun. À se demander si la France insoumise a des conseils juridiques. Pour le moment, en tout cas, au-delà de la tribune arrachée pour l'occasion, Mélenchon a surtout gagné une enquête supplémentaire pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Faut dire qu'il s'en est donné à cœur joie. Allez, enfoncez-moi cette porte. On va voir si on va m'empêcher d'entrer dans mon local. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Mais au-delà de la colère et de la volonté de faire monter la sauce, peut-être aussi faut-il voir une véritable impréparation. En effet, alors que 2 enquêtes pour soupçon d'emploi fictif au Parlement européen et pour les comptes de campagne de 2017 ont été ouvertes, les perquisitions étaient la suite logique des événements. Une suite à laquelle il aurait peut-être donc fallu s'attendre et prévoir. L'ampleur de l'opération est toutefois à relever puisqu'une quinzaine de perquisitions ont été menées conjointement avec un déploiement policier très large, occasionnant sans doute d'ailleurs des frais très lourds. Le caractère intrusif et grandiloquent de l'insoumis a peut-être plaidé pour employer les grands moyens pour le faire facilement sortir de ses gonds. La figure mélenchonienne d'ailleurs en a pris un coup. Et ce en partie parce qu'il dénonce une police et une justice politique qu'il rechignait à désigner quand elle frappait ses adversaires. C'est donc bien là que le bas blesse. D'ailleurs, sa réaction face à la journaliste à l'accent du Sud prouve son état d'esprit. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites n'importe quoi. Quelqu'un a-t-il une question formulée en français et à peu près compréhensible parce que moi, votre niveau me dépasse. Et oui, Mélenchon a donc franchi le Rubicon. Reste à savoir ce qu'auront donné les perquisitions, mais au vu de la vigueur judiciaire, tout porte à croire qu'il est bon pour le juge d'instruction. Le Brexit continue de patauger. Le sommet européen de 2 jours s'est achevé ce jeudi et aucune avancée sur les accords pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne n'a été trouvée. Un air de déjà-vu. Élise Blaise. Les rencontres se suivent et se ressemblent. Mercredi, au terme d'une première journée de sommet européen, 3 petites heures étaient réservées pour discuter de l'avancée du Brexit. Une avancée plus que timide pour ne pas dire inexistante. En effet, les rencontres multilatérales se suivent, mais les discussions s'enlisent et le problème semble verrouillé de tous les côtés. Côté Grande-Bretagne, Theresa May affronte une partie de sa majorité favorable à un Brexit qui tranche avec l'époque communautaire. Il plaide pour un véritable retour à l'entité nationale et des accords bilatéraux au coup par coup selon les pays. D'un autre côté, le camp de Theresa May qui était opposé au Brexit et qui organise donc la sortie de l'UE à reculons avec, disons-le, une part de mauvaise foi. Une mauvaise foi qui constitue un peu leur unique arme. En effet, un coup de force serait synonyme pour le Premier ministre britannique de risquer de perdre sa majorité et même d'être obligé d'organiser de nouvelles élections. Dans ce cas-là, les candidats pour remplacer Theresa May ne manqueraient pas. On peut ainsi relever Boris Johnson qui a démissionné du gouvernement au début de l'été en témoignage de son opposition aux méthodes de son Premier ministre dans la conduite du Brexit. Et au contexte politique s'ajoute également l'épineuse question des frontières entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Et surtout, l'ambiance britannique n'est pas la seule à se tendre. Au sein de l'UE, les points de vue diffèrent également. Certains pays, la France en premier, estiment qu'ils ont une partition à jouer et misent sur une vraie dureté dans les négociations pour tirer leur épingle du jeu.
La chancelière Merkel, de son côté, fait en sorte de se préparer à tous les scénarios et si elle affiche sa confiance en estimant que 90% de l'accord est déjà trouvé, elle avoue tout de même que la perspective d'un no deal, une sortie sans accord, n'est pas totalement à exclure. À moins de 6 mois de la sortie définitive de la Grande-Bretagne de l'UE, la sortie de crise se fait donc toujours attendre et la réunion bruxelloise n'aura pas fait avancer les choses. Seul mérite à ce statu quo, les esprits ont pris le temps de se calmer après un sommet autrichien mouvementé. L'Arabie Saoudite prise en étau alors que la disparition du journaliste Jamal Khashoggi n'a toujours pas été élucidée officiellement. La famille royale saoudienne se penche sur le cas de Mohammed Ben Salman vers lequel convergent les soupçons. Les jours passent et la culpabilité de l'Arabie Saoudite dans la disparition du journaliste critique du pouvoir, Jamal Khashoggi, semble évidente. Après avoir dans un premier temps nié en bloc toute intervention au consulat saoudien d'Istanbul, la famille royale a fait progressivement marche arrière en avouant à demi-mot la mort de Jamal Khashoggi. Alors que les fouilles se poursuivent sur les lieux du présumé assassinat, les médias turcs et américains affirment avoir eu accès à des éléments sonores enregistrés au moment de l'exécution. Selon un quotidien pro-gouvernemental turc, le journaliste aurait été torturé au cours d'un interrogatoire puis décapité avant d'être démembré par un médecin légiste qui faisait partie du commando dépêché par Riyad à Istanbul, dont 11 des 15 membres auraient des liens avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Si la version des faits américaine diffère légèrement, la conclusion demeure la même. Jamal Khashoggi a bel et bien été assassiné dans l'enceinte du consulat. Face à la multiplication des preuves et au tollé international déclenché par la mort de Jamal Khashoggi, la défense de l'Arabie Saoudite est mise à mal. Pour autant, comme évoqué dans notre édition de mardi par Alexandre Delval, le royaume wahhabite semble à l'abri de toute sanction internationale. L'Arabie Saoudite ne risque pas grand-chose. Vous savez, quand vous avez promis 100 milliards de ventes de différents matériels, 100 milliards d'achats, aux États-Unis, vous avez quand même un sérieux allié qui s'appelle M. Trump, et vous avez un sérieux allié qui s'appelle les États-Unis et l'Occident en général. Donc voilà, ce pays sera tout le temps épargné, quoi qu'il fasse pratiquement. Après le 11 septembre, s'il n'y a pas eu de conséquences, imaginez, il n'y en aura pas pour, j'allais dire entre guillemets, un petit assassinat. Et cette donnée semble se confirmer. En effet, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a été dépêché en urgence à Riyad pour s'entretenir avec Mohammed Ben Salman. Un entretien au cours duquel Washington a tenté de ménager son allié saoudien et Donald Trump a indiqué qu'il ne comptait pas mettre en péril les contrats d'armement à hauteur de 110 milliards de dollars annoncés lors de la visite du prince saoudien à Washington au printemps dernier. Quant aux Européens, la protestation commune signée par Paris, Londres et Berlin apparaît comme un écran de fumée alors que Riyad a déjà brandi la menace d'un baril de pétrole à 100 voire 200 $. Ainsi, les pétrodollars tiennent l'Occident en respect, mais les véritables sanctions pourraient provenir du royaume wahhabite lui-même. En effet, le comité des sages de la famille régnante saoudienne se serait réuni pour trouver une issue favorable à toutes les parties et Mohammed Ben Salman pourrait servir de fusible diplomatique. La Turquie et les États-Unis n'ayant qu'une idée en tête, la levée du blocus imposé par Riyad contre le Qatar. J-20 avant les élections de mi-mandat aux États-Unis, alors que la conjoncture économique semble plutôt rendre hommage à l'action de Donald Trump, la majorité des médias continue d'appuyer sur son machisme ou autre intolérance, au point de transformer le scrutin en catalogue des minorités. Élise Blaise. Les midterms donnent des idées. À moins de 3 semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis, de plus en plus d'Américains décident de proposer leur candidature pour intégrer le Congrès. L'occasion de transformer la campagne en tribune politique pour tous les combats idéologiques. Face à un Donald Trump toujours relativement populaire, malgré le matraquage médiatique contre lui, beaucoup pensent pouvoir se présenter en se glissant dans la brèche des reproches qui lui sont faits. Personnalités issues de l'immigration, féministes, militantes LGBT et autres, tout le monde tente sa chance. Like, is this accurate? So thank you. We're tied to our employer through our healthcare. My priorities are a strong economy and job creation. My priority is to end corruption and try to end the giant influence of special interests and money. First thing I want to do is lower the cost of healthcare and prescription drugs. I want to invest in job training programs so that people can get into the skilled jobs that they need. I want every child to have a quality public education, including
and early childhood education. There needs to be a focus on our strong public education system because so many of the inequalities that we see in society can be cured with strong public education. Côté républicain, on assiste davantage à des candidatures de témoignages. I think it's time for the philosophers, the career politicians, and all the rest to leave Washington and let business people take over. I think that we talk about the jobs and the economy, keep this pro-growth, pro-jobs agenda going. Une candidate républicaine mise de son côté sur la défense des femmes, avec un lourd passé puisqu'elle a été victime d'abus sexuels. Elle brigue symboliquement le siège d'un élu évincé du Congrès à cause des révélations d'un scandale dans le sillon des dénonciations à la balance ton port. Jobs and the economy, you know, making sure that folks in my district have the means and that we have a robust workforce development so we can match people with the skills and with the need. Comme Pearl Kim, beaucoup de femmes ont gagné les primaires pour avoir le droit de se présenter aux élections du Congrès. Et on passe à présent à l'actualité en bref, et c'est avec Floriane Janin. Les braquages, c'est fini. Voilà, on a dit. N'oublie pas. Je vais pas oublier. Ta mère, elle mérite mieux que ça. Les braquages, c'est fini, mais pas le trafic de drogue. L'individu qui avait posé avec Emmanuel Macron en septembre dernier a été condamné mercredi à 8 mois de prison, dont 4 avec sursis, pour détention de stupéfiants et rébellion. Il avait été interpellé en possession de 20 grammes de cannabis. L'autorité présidentielle a donc bien fait son œuvre. Des péages urbains à l'entrée des grandes agglomérations. L'idée pourrait faire partie du projet de loi d'orientation et des mobilités. Le texte prévoit d'offrir la possibilité aux agglomérations de plus de 100 000 habitants d'installer un péage urbain à leur entrée pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution. Les tarifs seraient plafonnés à 2,50 € dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants et à 5 € dans les villes de plus de 500 000 habitants. L'argent récolté devrait être redistribué aux collectivités locales. Les chasseurs régulateurs de violeurs, la mère du vététiste britannique tué samedi lors d'un accident de chasse dans les Alpes françaises, s'est réjouie de sa mort. Elle l'accusait d'avoir violé sa sœur lorsqu'elle était encore mineure, des accusations démenties par le père et la petite amie de la victime. En revanche, le journal The Sun affirme que le vététiste mortellement touché par un tir de chasseur lors d'une battue au gros gibier avait purgé une peine de 6 mois d'emprisonnement pour avoir frappé une femme. La Fondation Polémia organise son 4e forum de la dissidence, baptisé Face à la censure tous dissidents. L'événement se tiendra le samedi 17 novembre prochain à la salle New Cap Event Center dans le 15e arrondissement de Paris. Jean-Yves Le Gallou, le président de la Fondation, nous présente le programme. Le thème, c'est face à la censure, tous dissidents. Parce que nous avons subi en 2018 une censure totale sur les réseaux sociaux, sur Google, sur Facebook, sur Twitter, et puis bien sûr sur les grands médias, les grands médias notamment de service public, où Zemmour a été interdit. Donc nous allons traiter de la censure totale. Nous allons traiter des moyens de la censure, des raisons de la censure, puisque c'est la seule manière de se protéger pour le système. Il y aura les meilleurs connaisseurs de la liberté d'expression et les meilleurs combattants contre la censure. Il y aura Benjamin Dorman, il y aura Claude Cholet de l'Observatoire des journalistes, il y aura Michel Geoffroy, bien connu de TV Liberté et d'Immédiat, il y aura aussi évidemment Martial Bild pour TV Liberté, il y aura Romain Espino pour les identitaires, puisqu'ils ont été victimes d'une censure terrible eux aussi, et il y aura à la fois des communications et aussi une très grande table ronde sur la censure et les moyens de lutter contre la censure. Et nous demanderons à tous les participants qui ont subi la censure comment ils l'ont subi et comment ils l'ont combattu. Car il s'agit aussi de donner des moyens de lutte contre la censure, des moyens de contournement de la censure. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site internet www.polemia.com.
Dans un instant, notre Zoom du jour, l'économiste et chef d'entreprise Charles Gave était l'invité du Cercle Aristote fondé par Pierre-Yves Rougeron. TV Liberté l'a interrogé après sa conférence intitulée « Le tournant économique mondial » où il évoque le libéralisme, la sortie de l'euro et l'avenir de l'Europe coincée entre la Chine et les États-Unis. La beauté du capitalisme, qu'on le veuille ou non, c'est que celui qui prend des risques assume la perte, s'il y a perte, et bénéficie des gains s'il y a gain. Et ce qui permet au capitalisme d'être un régime moral, c'est cette prise de risque qui est rémunérée ou non. La rémunération est fonction du risque. Mais si vous montez un système comme on l'a en France, où si ça marche, c'est pour les copains du gouvernement, et si ça ne marche pas, c'est pour le payeur d'impôts, c'est ce qu'en France on appelle le libéralisme, c'est de la crapulerie. On appelle en France libéralisme un régime de capitalisme de connivence qui est criminel. Et ce soir, l'émission Cette année-là fait sa rentrée. Patrick Luzinski et ses chroniqueurs évoquent la sortie du livre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme en 1992. Le dernier album d'Hergé, Tintin et les Picaros, publié en 1976. Et le film culte de Robin Hardy, The Wicker Man, réalisé en 1973. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Alors comme souvent, mon sujet du jour est issu du rapprochement entre une observation récente, dont il a d'ailleurs été question ici, et une information lue dans la presse. L'observation récente, c'est par exemple le cas de ce jeune crétin là qui trouvait amusant de sillonner les rues sur la roue arrière sans casque et sans pot d'échappement et dont tout le monde attendait qu'il s'écrase contre un camion parce que la police ne pouvait pas prendre le risque de le faire tomber. Mais je vous ai parlé aussi des gens qui roulent sans assurance ou sans permis, des délits de fuite, le tout donc pour finir par tomber sur une information dans la presse économique, une information neutre, c'est-à-dire qui ne renvoie à rien d'autre que ce qu'elle vous annonce. Je cite, « Les assureurs sont encore loin d'avoir arrêté leurs tarifs pour l'année prochaine, mais la tendance ne fait guère de doute. On s'attend à des augmentations de primes d'assurance qui seront systématiquement au-dessus de 2%, voire 4%. Alors ce qui est intéressant, c'est de mesurer et donc de souligner le décalage qui existe entre le vocabulaire empoulé des assureurs, les articles de presse qui vous expliquent l'augmentation du tarif, la réalité du terrain, et la réalité du terrain que je vais vous expliquer. On vous dit ce qui pèse sur les tarifs d'assurance, ce sont notamment les tarifs pratiqués par les réparateurs qui eux-mêmes dépendent du poids de l'électronique embarquée. On vous parle des événements climatiques, mais on noie le poisson. Pour ma part, je préfère vous parler d'une fille d'ici, la fille d'un vieux couple que je connais dans cette banlieue sud de Paris, là, qui a un bon travail. Enfin, qui avait un bon travail, qui venait même de changer de poste, et qui, pour fêter son augmentation, a décidé de s'acheter une petite Toyota toute neuve. Un jour qu'elle va au bureau vers 7 h du matin, au bas d'une avenue qui descend, elle s'arrête au feu rouge, elle règle le son de l'autoradio, elle regarde machinalement le rétroviseur, et une demi-seconde plus tard, elle est dans le coma, parce qu'une Audi noire, avec 4 hommes de 30 ans à bord, percute l'arrière de sa Toyota, l'envoie au milieu du carrefour, où elle est heurtée par un autre véhicule qui passait en perpendiculaire, avec 2 personnes à bord, un couple de personnes âgées, la femme qui meurt sur le coup, le monsieur qui va passer 8 mois dans le plâtre, la fille à la Toyota, elle perd 4 mois, son boulot, sa voiture neuve, le passager conducteur de la voiture derrière est mort, le conducteur aussi, 19 ans, somalien, les 2 autres à l'arrière grièvement blessés, le conducteur sans titre de séjour évidemment, est dans une voiture empruntée à un ami mais pas assuré jeune conducteur, la vitesse estimée du véhicule qui a causé l'accident était de 100 km/h en ville. Et qui va payer pour l'étendue invraisemblable des dommages? La réponse se trouve dans les Échos, dans Challenge et toutes ces revues économiques. Celui qui va payer, c'est le conducteur, comme cette brave fille dont la Toyota est détruite. Une fois sortie de l'hôpital, une fois sa voiture qui avait une semaine remboursée, elle va payer 2% de plus en prime d'assurance, comme tous ces conducteurs placides qui n'ont jamais rien déclaré comme sinistre et qui ne dépassent pas le 50 en ville. Mais dans les Échos et dans Challenge et dans les pages économiques du monde, vous ne trouverez jamais l'explication du surcoût des primes
crime tel que je viens de vous le donner. Vous ne verrez jamais analyser la conduite de ceux qui détruisent volontairement leur pare-brise avant le contrôle technique parce qu'ils ont une étoile dans le verre en bas à droite depuis 4 ans. Vous ne trouverez jamais aucune enquête sur le nombre invraisemblable des arnaques à l'assurance émanant de véritables gangs spécialisés dans la combine du faux accident avec priorité. En revanche, que lirez-vous? Eh bien, vous lirez un éloge du 80 sur la route qui a permis de contenir ce qu'ils appellent la sinistralité auto. En fait, si mécaniquement le 80 permet d'obtenir que la sinistralité, comme ils disent, reste stable, c'est qu'elle augmente sans cesse ailleurs à cause des comportements d'une minorité souvent insolvable qui considère la voiture comme un prolongement de sa virilité, qui trafique les pots, les puissances, l'électronique de bord, qui débride les motos pour qu'elles puissent atteindre de 300 à l'heure en ligne droite, oui, vous avez bien entendu, et qui escroque les assurances sans cesse avec des méthodes issues de la pègre internationale. En résumé, la liberté et le portefeuille des gens simples et honnêtes sont sans cesse pressurés pour permettre de cacher à l'opinion que 10% des conducteurs ont remplacé le bonus et le malus par le doigt d'honneur, le tout pendant que les gendarmes eux-mêmes évitent d'appuyer là où ça fait mal. Eh bien, à Campagnol, c'est le contraire, on appuie, appuyez vous-même d'ailleurs, dites que la voiture violente, la voiture frimeuse, la voiture agressive était en train de sortir tout doucement de nos usages européens après 2 ou 3 générations, mais quand on a ouvert la porte à d'autres comportements venus d'autres continents et qu'on paye une surprime pour que ça ne se voit pas. Ben ici, ça s'appelle Campagnol TVL et c'est sur YouTube. Merci.